Bonjour, je vais essayer de vous présenter la thérapie, thérapie diélienne, euh, qui est la mise en œuvre de la théorie de Diel. Alors, il faut partir d'un malaise intérieur. On ne fait pas de thérapie si tout va bien. On ne fait une thérapie que si on a un malaise intérieur. Ça, c'est très important de comprendre que on n'est pas là pour s'auto-observer s'il n'y a pas raison de le faire. Il n'y a raison de trouver une solution que à un problème. Donc, quand on a un mal-être quelconque. Alors, la thérapie, euh, pardon, je dois retrouver ça. La thérapie vient en complément de la théorie. On doit commencer par la théorie pour savoir, pour comprendre. Et le rôle de la théorie, c'est justement d'avoir une compréhension du fonctionnement psychique qui va nous aider à mieux aborder le mal-être que nous avons. Si on n'a pas une compréhension du fonctionnement psychique, on pourra trouver des améliorations, mais on ne pourra pas, comprendre l'ensemble du problème. Et ce qui compte, c'est d'avoir à sa disposition une compréhension globale du fonctionnement psychique. Ce qu'on peut reprocher éventuellement aux psychologies classiques, qu'elles soient behavioristes, socio-cognitives, cognito-behavioristes, etc., c'est leur technicité qui n'est pas rattachée à une compréhension globale. Si vous faites de la physique sans avoir une certitude que vous allez pouvoir résoudre les problèmes, eh bien, vous serez beaucoup moins à l'aise dans l'approche de la physique pour résoudre des problèmes que vous aurez. La compréhension permet de spiritualiser. C'est la compréhension qui permet de refaire le raisonnement de façon positive. Si on est mal à l'aise, si on n'est pas bien, c'est qu'on a fait un mauvais raisonnement. Qu'on a cru que c'était bien de faire cette expérience et il s'avère que, eh bien non, ça n'a pas donné les fruits qu'on attendait. D'où un malaise. Donc, pour remédier à ça, il faut bien avoir à sa disposition la théorie. Mais une théorie sans pratique, c'est un manque total d'application. La théorie de Diel n'est pas une théorie ésotérique, elle n'est pas une théorie matérialiste, elle s'appuie sur des expériences que l'on fait soi-même et qui, au fur et à mesure, nous permet d'adhérer à cette théorie. Tout comme en physique, si je prends un objet et que je le lâche,
il va tomber. Je fais cette expérience plusieurs fois dans mon enfance et je finis par acquérir une compréhension de ce qu'est la loi de la gravité. Donc il faut d'une part que je connaisse la loi de la gravité et d'autre part que j'ai fait des expériences. Eh bien, pour la théorie de Diel, c'est exactement la même chose. La pratique va nous permettre de changer d'état intérieur. Je suis dans un état de mal-être et je voudrais être dans un état de bien-être. Je suis malheureux, j'aimerais bien être heureux. Et la pratique va permettre de modifier nos automatismes négatifs que l'on s'est créés et qui nous rendent malheureux. Il faut bien comprendre que c'est pas l'expérience, la première fois qu'on fait une expérience qui nous rend heureux ou malheureux, c'est parce que la première fois qu'on fait une expérience, on est intéressé par le résultat. Donc on est forcément actif et même si l'expérience donne des mauvais résultats, on sera quand même intéressé par avoir fait cette expérience de façon à ne pas la recommencer. Le problème vient non pas de faire une expérience positive ou négative, mais de refaire une expérience négative pour la deuxième fois. Vanité, tout est vanité, ça c'est une chose, mais la véritable vanité, c'est quand on recommence la même erreur. Hein. Et ça, c'est justement ce qu'on va essayer d'éviter. Et pour sortir de cet automatisme qui se crée dès la deuxième fois, c'est une donnée naturelle du cerveau qui va répéter et enregistrer automatiquement. S'il a déjà fait une fois le chemin, il va reprendre ce chemin, l'enregistrer dans le système 1 et on aura créé un automatisme négatif ou positif. Mais s'il est négatif, il va falloir s'en sortir. Et pour s'en sortir, il n'y a qu'une possibilité, c'est l'émotion, une fois qu'on a compris ce qui s'est passé. Et cette émotion, c'est ce qui donne lieu à la sublimation. Et c'est là où vous allez voir dans le déroulement de l'analyse comment on aborde ce problème à la fin de sublimation. Ce qui est le point clé, hein, puisqu'on va devoir changer un automatisme négatif. Alors, si, grâce à la théorie, on sait que l'exaltation est égale à l'inhibition, que dès qu'il y a une inhibition, il y a une exaltation, ou dès qu'il y a une exaltation, il y a une inhibition. On peut partir de l'exaltation, de l'euphorie, mais disons que ça sera beaucoup plus difficile, dans le sens que l'euphorie est un état agréable. Or, comme je vous ai montré, on ne fait une analyse que s'il y a un sentiment de malaise. L'euphorie est un état agréable. Ça ne veut pas dire qu'il est... c'est une sorte de mal-être particulier, puisqu'il est à la fois mal-être et à la fois agréable. Mais l'embêtant, c'est qu'il ne tient pas dans le temps et qu'il va se renverser pour redevenir négatif. Donc on peut partir de l'exaltation, mais je vous dis encore une fois, quand vous avez beaucoup d'expérience, vous pouvez anticiper ce qui va se produire, c'est-à-dire que vous allez avoir un blocage à terme, mais le mieux, c'est quand même de partir de l'inhibition, du blocage, parce que ça, vous le voyez, il est concret. Hein. Je n'arrive pas à faire ça, je suis en train de bégayer, je deviens rouge, on a des manifestations symptomatiques
ou bien on a une activité qui se bloque. Une difficulté à commencer une activité, que ce soit de se mettre au travail quand on est un étudiant, que ce soit à la maison de faire le ménage, la vaisselle ou des rangements, que ce soit de faire du sport de façon régulière, etc. On sent un blocage, j'ai pas envie. Et puis, le pompon, si je puis dire, c'est un peu la dépression. Hein. N'oubliez pas que la dépression, c'est 80% des cas de troubles psychiques. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont atteints de déprime, dépression. Alors il y a plusieurs stades. Hein. On commence par la déprime, puis après la dépression, et ainsi de suite. Mais cette dépression, c'est l'envie de ne rien faire. Alors vous voyez qu'il y a déjà là-dedans une contradiction, puisque j'ai une envie. Une envie, c'est j'ai envie de. Donc voilà. Et de ne rien faire, ça vient s'opposer à l'envie. Donc j'ai une attirance, une envie, et ne rien faire par rien. Alors une attirance de rien, c'est un illogisme, et cet illogisme, c'est bien la preuve d'une vanité. Alors, quand on a une inhibition, ou quand on a une exaltation, si on a une exaltation, il faut chercher l'inhibition. L'inhibition va être difficile à trouver, parce qu'elle sera masquée par une frénésie d'autres activités. Quand on est en pleine euphorie, on va faire plein de choses. Mais il y a une chose qu'on devrait faire et qu'on ne va pas faire. Cette activité va être cachée parmi tout plein de choses qu'on fait par ailleurs. Donc c'est beaucoup plus difficile de la voir parce qu'on fait plein de choses, mais en fait, on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Donc ça, c'est une possibilité si on part de l'exaltation. Maintenant, comme je vous ai dit, il vaut mieux partir de l'inhibition, puisque c'est 90% des cas, on part d'une inhibition. Et on va chercher l'exaltation. Alors comment on fait? Alors on va se dire, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire parfaitement quelque chose. Parfaitement, c'est impossible. Ou bien je veux faire beaucoup de choses. Voilà la liste de la to-do list, ce que j'ai à faire, et c'est une liste très grande, donc il y a une impossibilité. On ne peut pas tout faire dans la vie, on n'a que 24 heures par journée, et on est donc limité. Autre possibilité, c'est de faire des choses faisables, mais incompatibles entre elles. C'est-à-dire, je veux aller faire les courses, et en même temps, je veux ranger mon garage. Je ne peux pas faire les courses et ranger mon garage. Ça, c'est deux activités qui sont incompatibles dans la matinée, et là, je vais avoir une inhibition. Il se peut que je ne fasse ni l'un ni l'autre, je reste bloqué. Donc, vous voyez, donc on va chercher l'exaltation. L'exaltation, c'est pas. Alors, l'inhibition, elle n'est pas forcément immédiate, en général, elle se manifeste, mais des fois, on arrive à la biaiser, c'est-à-dire à la forcer. On va quand même aller faire les courses, mais on va être de mauvaise humeur, parce qu'en même temps qu'on fait les courses, on se dit, je devrais ranger le garage. Alors, on n'est pas content, et on rentre, on n'est pas content. Donc, je reviens à la première slide, qui est ce sentiment de mal-être. Alors, une fois qu'on a ça, il faut trouver l'évasion imaginative. L'exaltation provient d'une évasion imaginative, c'est-à-dire la fuite de la réalité. Et l'écart, c'est la mesure exacte du sentiment d'insatisfaction. Grâce à ça, on va avoir déjà une indication du degré d'évasion que nous avons et que nous portons en nous.
cette évasion imaginative, cette fuite de la réalité, c'est se voir dans une réalité qui n'est pas la réalité, mais qui est une réalité dans laquelle le temps serait infini, dans laquelle on pourrait faire les choses très rapidement, dans lequel on se verrait avoir fini ça ou ça. Donc, on est en dehors de la réalité. Voilà. Et pour ça, il faut que vous arriviez à visualiser vos évasions imaginatives, c'est-à-dire, prenez un papier, un crayon, essayez d'écrire en quoi, comment vous vous voyez. Hein. Une évasion imaginative, c'est je me vois dans un autre contexte que celui de la réalité. Eh bien, décrivez ce contexte. Et en même temps, décrivez les sentiments que vous avez, c'est-à-dire les émotions, l'affect, que vous allez ressentir pendant que vous êtes dans cette évasion. Et revenez enfin pour vérifier si cet écart entre réalité et évasion correspond bien à ce sentiment de mal-être que vous avez. Vous voyez, il faut itérer un petit peu parce que même quand je parle, je dis une phrase, vous pensez, hop, vous êtes parti, vous avez pensé à autre chose. Et je vous rappelle à la réalité, et là, j'avais oublié, j'étais en train de m'évader, penser à autre chose. Hein. Je vous dis de visualiser vos évasions imaginatives, eh bien, automatiquement, vous allez essayer de le faire pendant que je vous parle. Et là, vous allez louper ce que je suis en train de vous dire. Alors, le blocage, comme on a vu, hein, le fait de ne pas arriver à faire des choses, eh bien, implique un refoulement. Pourquoi ? Parce que la vanité n'aime pas se sentir démasquée. Donc, on se ment à soi-même, on refoule notre erreur. Notre erreur, c'est justement de vouloir faire des choses impossibles. Ça, c'est une erreur, c'est évident. Eh bien, devant cette évidence que nous souffle la vanité, eh bien, on a du mal à le voir. Alors, la difficulté à voir son blocage, à voir justement cette impossibilité. On commence à le voir, mais en le voyant, on débloque en partie le frein qu'on avait créé en voulant faire des choses de façon impossible. Je veux que ça soit parfait. Je suis en train de réfléchir à ah bah tiens, oui, là je suis en train de visualiser que je voulais être parfait. Hop, automatiquement, vous débloquez en partie ce frein. Et donc vous vous dites, je n'ai plus de blocage, je n'ai plus de blocage. Si je n'ai plus de blocage, eh ben vous vous arrêtez et vous laissez en plan votre analyse. Le refoulement est souvent partiel, ce qui nous met dans un état ni de satisfaction, ni de blocage complet. Et dans cet état, ni de blocage complet, ni de satisfaction, eh bien, on prend la facilité, c'est-à-dire on se dit, oh bah finalement ça va aller. Eh bien non, ça ne va pas aller parce qu'on n'a pas résolu le problème. On a effleuré le problème, on a commencé à gratouiller en surface ce qu'il était, mais on ne l'a pas réellement dissous. Alors, le refoulement, et là on tombe dans la deuxième loi, donc vous voyez à quel point la théorie est importante, puisque la théorie, on dit E égale I, c'est la première loi, la deuxième loi R égale J, donc ça me donne un guide pour pouvoir faire mon analyse, pour pouvoir savoir comment ça fonctionne. Le refoulement implique des justifications. Comme on se ment à soi-même, ce que je vous ai dit, hein, donc on cherche, la vanité n'aime pas se sentir démasqué, donc on se ment à soi-même, on refoule notre erreur. Comme on refoule notre erreur, eh bien, et comme on s'est menti à soi-même, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On cherche à se justifier. C'est-à-dire, les justifications essayent de prouver que nous avons raison,
alors que d'entrée de jeu, on a tort. C'est incroyable de persévérer dans le fait de se dire j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Je me suis mis en colère, c'est normal parce que ça ne pouvait pas être autrement compte tenu de ceci et de cela. Non, si vous êtes mis en colère, vous êtes responsable de vous être mis en colère. C'est tout. Point. Il n'y a pas de justification à chercher. La justification, c'est essayer de rendre juste ce qui est faux. Eh bien, ça ne va pas marcher. Bon, l'état d'insatisfaction est la preuve d'un mal-être, et donc ça, c'est de votre responsabilité. Si vous ne partez pas du fait de ce constat qu'on est heureux ou malheureux, et que ça ne dépend que de nous, puisque c'est notre monde intérieur, et dans le monde intérieur, rien du monde extérieur n'intervient. C'est difficile à comprendre, parce qu'on se dit, si je suis malheureux à cause du monde extérieur, je vais essayer de changer le monde extérieur. Eh bien, si je vous dis que si vous n'êtes pas heureux, ça ne dépend que du monde intérieur, là vous êtes face à vous-même et vous êtes obligé de faire un effort et de changer des choses. Alors, on peut changer des choses dans le monde extérieur qui vont nous rendre plus agréable, plus facile la vie, mais ce n'est pas obligatoire. De toute façon, ce n'est pas obligatoire. S'il y a du soleil dehors, c'est plus agréable, mais s'il pleut, ça peut être aussi agréable. Il suffit que je prenne des vêtements ad hoc pour pouvoir supporter la pluie. Et dans ce cas-là, ça sera tout aussi agréable. Donc la responsabilité vient que de nous. Le deuxième frein à l'analyse, donc le premier frein, c'est le fait de commencer à débloquer le blocage en commençant à le voir. Dès que vous le formulez, vous allez voir qu'il va se transformer un peu, il va se débloquer un peu. Le deuxième, c'est dans le cercle vicieux des fausses justifications qui s'enchaînent, c'est un deuxième frein à l'analyse. Parce que ça tourne en rond, et une fois qu'on est dedans, on est comme sur un rond-point duquel on ne peut pas sortir. Bon, vous pourrez lire Robert Merle à ce sujet. Sinon, la seule méthode qui permette de résoudre cette fuite imaginative intérieure, elle est basée sur la fuite de nos responsabilités. Et la méthode nous permet de voir les 4, voire 8 catégories de la culpa vaniteuse. Quand on voit les 4 catégories, eh bien on se rend compte que le rond-point sur lequel on est n'a aucune sortie. S'il n'y a pas de sortie, c'est pas la peine de continuer à tourner pour voir s'il va y avoir une sortie. On le sait, mais pour s'en rendre compte, il faut prendre de la hauteur et voir que le rond-point ne contient pas de sortie. C'est ça qu'il va falloir faire dans le deuxième temps. Et ça, on ne peut le faire qu'à l'aide de l'abstraction. C'est-à-dire que tous les problèmes ne trouvent leur solution qu'après les avoir formalisés. On ne peut pas trouver la solution à un problème qui n'a pas été formalisé. La formalisation se fait par l'abstraction, par la conceptualisation. Donc on va quitter l'accidentel pour passer au niveau essentiel. Et c'est le seul moyen de sortir de cette voie sans issue qu'est le cercle vicieux des fausses justifications, parce que je suis en accusation, parce que je suis en sentimentalité, parce que je suis en culpabilité exaltée, parce que je suis en vanité, et ainsi de suite. Et ça tourne, et on n'arrivera jamais à trouver la sortie. Donc il faut voir les 4 ensemble pour pouvoir se dire « Ah ben là, je vais y arriver ». Bon. Enfin,
redevenir normal. La vanité nous fait croire à des pouvoirs surnaturels. Nous sommes naturels, nous sommes normaux. Et la normalité s'oppose à la vanité. Si vous vous dites, mais finalement, je suis quelqu'un de tout à fait normal, tout le monde se croit exceptionnel, tout le monde se croit différent des autres. On est tous pareils, on a tous les mêmes problèmes. Alors, on n'est pas pareil, dans le sens qu'on a des problèmes un peu différents, mais on a tous des problèmes. Dans ce sens, on est pareil. On a tous des problèmes à résoudre. Bon. Et la spiritualisation, donc ce que je vous ai dit, c'est surmonter le frein du déjà vu. Je sais que je me bloque, donc en le voyant, je commence à trouver la solution, mais sans aller au bout, ça ne sert à rien. Si vous n'allez pas au bout de votre blocage, ça ne sert à rien. Le deuxième aspect, c'est surmonter le frein du cercle vicieux, c'est-à-dire voir en même temps toutes les formes des fausses justifications. Avec ces deux freins-là, vous allez pouvoir vous analyser complètement jusqu'au bout. Alors, enfin, et la dernière étape, ça sera la sublimation, c'est-à-dire l'effacement de l'automatisme négatif qui se fait naturellement. Ne vous inquiétez pas, ça se fait tout naturellement, et même tellement naturellement qu'on est étonné de ne plus avoir le problème. Eh bien, si l'abstraction nous permet de nous positionner dans l'essentiel, ce que je vous ai dit, on prend de la hauteur, eh bien, dans le repère des trois actes de la spiritualité, matérialité et sexualité, alors, on va se dire, ça ne sert à rien de vouloir autre chose que ce que j'ai. Réduisez vos désirs aux désirs essentiels. Vous inquiétez pas, les désirs vont revenir après, mais dans un premier temps, essayez de réduire aux désirs essentiels. Qu'est-ce que c'est que le désir essentiel ? C'est, si je vis, eh bien je suis heureux et je peux être heureux. Je n'ai besoin de rien pour être heureux. Je n'ai besoin que de ma confiance en moi, que de mon auto-estime, et avec ça, je peux être heureux. Si j'ai en plus de ça l'amour et la patience, les quatre qualités, amour, patience, estime de soi, confiance en soi, eh bien, vous allez retrouver que le bonheur ne dépend que de vous. Et dans ce cas-là, vous êtes responsable d'être heureux ou pas. Attendez, commencez juste par ça. Une fois que vous allez avoir ça, vous allez devenir heureux. Quand vous serez heureux, vous pouvez rajouter, je veux faire ça, j'ai d'autres désirs. Les désirs vont influer, ne vous inquiétez pas. Mais dans un premier temps, dites-vous, j'ai tout ce que je veux. Pourquoi irais-je me casser la tête à chercher des choses dont je n'ai pas besoin, à me créer des désirs dont je n'ai pas besoin. Voilà, avec ça, vous avez normalement la marche à suivre pour résoudre vos problèmes et vous libérer de cette vanité de vouloir toujours plus. Merci.